sommes de retour en direct dans cette édition du 20 février 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver notre invité Pierre Sabatier pour notre page économie. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Merci beaucoup Pierre d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste et prospectiviste. Vous êtes également président et fondateur du cabinet PrimeView, avec nous pour décortiquer deux thèmes ce matin. Le premier, c'est la crise du logement en France, puisque d'un côté, les professionnels de l'immobilier disent que l'immobilier va s'en sortir sur 2025, mais que sur le même exercice 2025, eh bien, ça devrait être plus compliqué. On comprend donc que la crise du logement en France est un sujet central, à la fois qui touche à la fois l'économie, la finance et le social. Pierre, comment en sommes-nous arrivés là ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait assez de temps pour refaire la genèse en fait, de l'histoire, mais ce que je retiendrai, c'est que finalement, il y a à la fois du conjoncturel et à la fois des mauvais choix qui ont été implémentés sur le sujet. Déjà, premier élément, en fait, le logement, c'est pas qu'un sujet en fait d'investissement et financier. C'est aussi un bien de première nécessité. Et c'est ça qu'il faut. C'est là où ce paramètre de l'équation, qui est quand même sensiblement différent de ce que peut être une action, une obligation. Là, on parle en fait finalement d'actifs qui ne sont moins tangibles, en tout cas qui ne sont pas des biens de première nécessité au sens du logement en fait de nos concitoyens. Eh bien, la réalité, c'est qu'en fait, on peut pas amener de la volatilité sur ce type de marché. Donc, je vais donc revenir sur le premier facteur conjoncturel. Il est simple. Pourquoi en fait on va dire ce secteur-là est en difficulté? C'est tout simplement parce que quand vous avez des taux qui passent de 0 à 4 concrètement, ou quand vous êtes un acquéreur immobilier qui passe de 1 à 4,5 ou 5%, assurance comprise, ça veut dire concrètement que votre capacité d'achat est altérée, cette augmentation de 4% des taux d'intérêt. Si vous prenez une mensualité identique sur un emprunt que vous réalisez sur 20 ans, par exemple 1 000 € par mois au cours des 20 prochaines années, eh bien, lorsque vous allez voir votre banquier et vous lui dites de combien je peux disposer, eh bien, cette augmentation de 4% des taux d'intérêt amène une réponse qui est de dire entre 30 et 35% en deçà de ce qui était le cas avant. Donc, ça veut dire que d'ores et déjà, il y a un impact conjoncturel certain, et quasi volontaire d'ailleurs, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt pour limiter les pressions inflationnistes globales de notre économie amène à une privation en termes de capacité d'emprunt du ménage qui fait qu'il s'appauvrit concrètement de 30 à 35%. Alors, sur 5 à 10%, le ménage peut, on va dire, compenser en allant chercher en fait un petit peu ce qu'il avait mis de côté dans ses bas de laine, donc en mobilisant un peu plus d'épargne, mais évidemment pas en fait dans ces proportions-là. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Une politique monétaire qui devient restrictive, gardez-le en tête pour les prochaines fois. C'était tellement peu arrivé depuis maintenant une trentaine d'années qu'on avait oublié quels impacts ça pouvait avoir. Mais malheureusement, le secteur qui est victime, qui peut être considéré comme un dommage collatéral d'une politique monétaire qui devient restrictive, c'est toujours celui en fait de l'immobilier, parce que malheureusement la demande, c'est pas le désir qui change, c'est pas le désir qui évolue, c'est pas ni le besoin d'ailleurs qui évolue, bien au contraire, c'est essentiellement associé au fait que la solvabilité associée à ce désir, c'est-à-dire la capacité à transformer ce désir en acte d'achat, eh bien est altérée d'une trentaine de pourcents et banco, vous savez comment ça se passe. Alors là on parle d'anciens, je pense qu'on parlera peut-être de neufs aussi en fait derrière. Et bien naturellement, ça se passe toujours comme cela. Eh bien, c'est pas tellement les prix qui s'ajustent. Vous avez remarqué que c'est pas. Mais le prix dans l'immobilier, c'est un prix marginal. C'est le prix de la transaction qui se fait. L'ajustement dans le marché de l'immobilier se fait rarement en France par les prix, parce que les gens se financent à taux fixe, mais essentiellement à travers en fait l'altération des volumes. Et vous le savez, en fait, on est passé d'1 160 000 transactions en 2022 à aujourd'hui, en 2024, quelque chose qui tournera autour de 800 000. Donc, c'est plus de 30% de baisse des volumes de transactions. Vous voyez, ça colle assez bien aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure. C'est automatique. C'est pas le désir qui a disparu de 30%, c'est simplement la capacité de transformer ce désir en acte d'achat au regard des conditions d'emprunt qui ont évolué. L'immobilier, ça ne s'achète pas cash, ça s'achète avec du levier. Exactement, à moins 38% exactement, pour être tout à fait précis sur la période que vous avez analysée concernant le nombre de transactions. Effectivement, on va parler du logement neuf maintenant, Pierre, puisque je rappelle juste avant les niveaux de croissance du PIB en France depuis 2 ans. 2023, on est à 0,9%. 2024, les prévisions, c'est 1% à peine. 2025, on prévoit moins de 1%, 0,8%. Est-ce que la crise du logement neuf, Pierre, est un facteur aggravant de la stagnation économique en France, selon vous? Alors, par définition, puisque je ne sais pas si vous savez, mais dans la mesure même de la richesse créée, dans le PIB, ça s'appelle le PIB, le produit intérieur brut, la partie investissement des ménages compte pour 6 à 8% selon les pays. Donc, c'est quoi l'investissement des ménages? C'est l'investissement des ménages en construction, dans l'immobilier neuf.
concrètement. Donc, évidemment, à partir du moment où vous avez vous avez un secteur, des ménages qui investissent moins pour les raisons en fait qu'on a évoquées jusque-là, et j'y rajouterai une deuxième raison plus structurelle qui constitue une erreur de politique publique pour le coup. Et ça, c'est typiquement 100% français. Hein. C'est pas la conjoncture qui nous a amené à faire cette erreur-là. Hein. C'est nos choix qui ont été malheureusement mal éclairés. Et concrètement, donc oui, évidemment, ça contribue négativement depuis maintenant de très nombreux trimestres. C'est-à-dire qu'en fait, cette altération de l'investissement dans l'immobilier neuf, eh bien, ça contribue naturellement à contribuer négativement à la richesse concrète. Concrètement, ça veut dire que si on avait un investissement dans l'immobilier neuf qui s'était maintenu au même niveau, eh bien, la croissance serait pas de 0,8, mais de 1,2, 1,3. Ça dépend, en fait. Voilà, ça dépend évidemment des trimestres qu'on considère. Donc oui, ça a une contribution directe négative donc sur la richesse concrète. Mais au-delà, c'est même plus grave que ça. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment comptable. C'est-à-dire que quand vous avez compris, vous investissez, mais d'une certaine manière, un secteur de l'immobilier neuf, en fait, qui est aujourd'hui à l'arrêt, c'est aussi des promoteurs qui sont à l'arrêt. C'est aussi des notaires, en fait, alors qu'ils ne sont pas complètement à l'arrêt, mais qui souffrent. Et c'est bien la première fois depuis une trentaine d'années, en fait, que les notaires souffrent. C'est des agents immobiliers qui souffrent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'investissement direct qui contribue négativement à la richesse créée. C'est aussi tout le manque à gagner en termes de revenus distribués. Donc, en fait, quand on dit ce secteur souffre, ça veut dire tout simplement qu'on est moins capable d'embaucher autant de monde que par le passé, donc on distribue moins de revenus. Et naturellement, vous avez aussi moins de consommation des ménages, tout simplement parce qu'ils disposent là aussi de moins d'argent. Donc, il y a le direct qui contribue négativement tout de suite, et l'indirect, et peut-être c'est le plus important d'ailleurs, hein, c'est l'indirect, c'est toute la chaîne de production, en fait, du neuf, qui est à l'arrêt, et conséquence de quoi tous les gens qui y travaillent dans ces secteurs-là disposent de moins de revenus pour pouvoir consommer. Vous savez que l'essentiel de la richesse créée, pour le coup, c'est à peu près 2/3 de la richesse créée dans tous les pays riches, correspond à la consommation des ménages. Donc clairement, ça a un impact sur la croissance. Après, la question fondamentale que vous devriez me poser, mais je sais que vous allez me la poser, parce qu'on se connaît maintenant depuis longtemps, c'est qu'est-ce que nous avons commis comme erreur, finalement, qui ont entraîné un arrêt plus important qu'ailleurs et qui sera probablement plus grave qu'ailleurs. Écoute, Pierre. Eh bien, en fait, c'est probablement une vision altérée de ce qu'est l'immobilier comme produit. Il se trouve que votre serviteur est le fondateur d'un cabinet qui s'appelle PrimeView, qui était probablement celui qui a fait les 5-6 plus grosses études sérieuses dans le monde de l'immobilier locatif neuf maintenant depuis 6-7 ans. J'étais beaucoup confronté à une forme d'incompréhension vis-à-vis des pouvoirs publics sur ce qu'était en fait l'immobilier neuf et pourquoi finalement les dispositifs qu'on avait mis en place jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout récemment finalement c'était un dispositif qui était en place depuis 2015 qui s'appelait le dispositif Pinel, mais avant lui on en avait eu bien d'autres depuis maintenant les années 80, et je pense que la manière moderne dont ils avaient été structurés a été faite plutôt dans les années 90. Donc ces dispositifs, qu'est-ce qu'ils servaient à faire? Ils servaient finalement à attirer de l'épargne privée vers de l'investissement dans l'immobilier locatif neuf ou là, dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les zones dans lesquelles en fait il y avait un manque avéré de logement. Grosso modo, on a les très grandes villes. Les grandes villes, c'est là où l'activité et l'emploi en fait se trouvent. Donc tous les gens en fait migrent vers ces villes-là tout simplement parce qu'il faut bien manger et donc il faut trouver un travail et le travail il est là. Donc naturellement, à partir du moment où vous avez des modèles d'organisation qui font migrer les populations dans ces zones-là, eh bien il y a tout simplement, vous ne faites pas rentrer un carré dans un rond, il n'y a pas assez de logements pour pouvoir en fait porter cette migration d'activité, qui est une migration d'origine évidemment professionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a un besoin social de créer des logements pour répondre à ce déficit de ce déficit d'offres par rapport à une demande qui est relativement élevée. La manière dont on avait réussi à peu près à répondre à cela, alors pourquoi naturellement les gens ne le font pas? C'est parce qu'il faut le savoir, dans l'immobilier résidentiel, en gros, ce que ça vous rapporte, notamment dans les zones tendues, c'est pas grand-chose. C'est le rendement brut va tourner autour de 3%, 4%. Si vous ajoutez tous les frais, concrètement, il vous reste plus grand-chose. Donc, c'est un calcul économique assez simple qui consiste à dire, finalement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et donc, si vous n'avez pas finalement une attractivité fiscale d'une manière ou d'une autre, eh bien, les gens ne sont pas des idiots. Donc, plutôt qu'aller prendre un risque, investir dans ce type de zone avec un rendement, avec évidemment toute la gestion locative qu'il faut mettre en œuvre, c'est pas juste du financier, là. Donc, il y a bien d'autres choses à implémenter dans le sujet. Donc, il y a à la fois la fiscalité qui est désavantageuse en France, à la fois la charge mentale et la charge physique en fait de la gestion finalement de ce type de biens. Et donc naturellement, les gens font quoi? Ils vont plutôt acheter des obligations, du fonds euro, en fait tout ce qui ressemble finalement, qui rapporte pas forcément beaucoup plus, mais dans lequel vous embarquez pas de charge particulière et pas de risque particulier. Donc si vous faites rien, par définition,
les gens n'investiront pas. Ils préféreront aller investir dans quelque chose qui est plus attractif. D'où la nécessité finalement de faire ce qu'on appelle du fléchage fiscal. Hein. C'est une des armes normalement que le politique utilise pour pouvoir justement déplacer l'épargne privée là où on en a besoin. Donc là, je redis, en fait, c'est un besoin de première nécessité, donc il faut le faire. Eh bien, les pouvoirs publics ont décidé que ce type de dispositif, ce n'était pas bien, à travers une erreur d'analyse quasi presque enfantine, qui est de dire... Écoutez, si je vous fais un cadeau fiscal, concrètement, si je construis 45 000 logements par an, ce qui est le cas, hein, c'est-à-dire qu'au cours des 20 dernières années, avant les altérations des dispositifs, depuis 2000, on construisait grâce à ce type de dispositif entre 40 et 50 000 logements par an. Les bonnes années un peu plus, les mauvaises années un peu moins, mais grosso modo 45 000 logements par an. Et donc le raisonnement était le suivant, c'est-à-dire que vu que ces 45 000 logements sont adossés à du crédit d'impôt, il y a un manque à gagner en fait sur les recettes fiscales de l'État. Et donc le raisonnement est de dire, on n'a qu'à l'enlever. Comme ça, en fait, on gagnera plus de fiscalité sur ces 45 000 logements concrets. Force est de constater que je leur ai répété pourtant de maintes reprises dans le passé que si vous enlevez le dispositif, il n'y aura plus 45 000 logements qui seront créés. Il n'y en aura plus pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, manque d'attractivité en fait du bien. Eh bien, donc cette chimère d'un gain en recette fiscale tout simplement parce qu'on enlève le crédit d'impôt et qu'on construirait toujours autant, eh bien évidemment c'est avéré juste, enfin en tout cas c'est avéré fausse évidemment. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il n'y a plus de logements créés. Et vous savez qui achète dans l'immobilier locatif neuf en 2024? Il n'y a qu'un seul acteur qui achète, un seul. Eh bien en fait c'est du parapublic. C'est Engie, c'est Impergestion, c'est grosso modo la Caisse des dépôts. Donc c'est votre argent, c'est notre argent. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu on a détruit un dispositif fiscal qui permettait de faire investir les gens de l'épargne privée sans avoir à utiliser de l'argent public concrètement, là où on en avait besoin, eh bien aujourd'hui on se retrouve sans alternative et la seule qu'on a, c'est utiliser l'argent public ou parapublic. Et vous savez malheureusement que dans ce domaine-là, les poches ne sont pas très profondes et sont de moins en moins profondes. Et donc, ça pose un vrai sujet en 2025. C'est là où on va avoir un vrai sujet. C'est concrètement, nous avons fait disparaître un flux d'épargne donc à travers des dispositifs qui existaient jusqu'à maintenant, reposant sur les bailleurs particuliers. Il est une chimère d'imaginer que des investisseurs institutionnels peuvent s'y substituer. Donc là, en l'occurrence, on va avoir des taux qui vont baisser. Donc ça va, vous voyez, vous avez compris, hein, ça va finalement desserrer un peu les trains qui tournent autour, en fait, de cette chape de plomb qui tourne autour du secteur immobilier. Mais spécifiquement le secteur du neuf, ça sera insuffisant. Puisque là, pour le coup, il faut aller plus loin. Il faut en fait qu'il y ait un appel d'air beaucoup plus puissant pour réattirer de l'épargne privée dans un investissement qui, par définition, sera jamais très, très, très rentable. On ne gagne pas beaucoup d'argent à travers ce type d'investissement. Donc, on est dans l'entre-deux. Et le prêt à taux zéro qui va être prorogé, ça ne peut pas être une solution ? Bien sûr que si, tout peut l'être, mais ça sera jamais aussi puissant. Alors et ça, il faut toujours le retenir dans les choix qu'on fait en termes de politique publique. À partir du moment où on sait qu'un dispositif répond à un besoin de société, eh bien en l'occurrence, il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau. Il faut prendre les solutions qui marchent le mieux. Et les solutions qui marchent le mieux lorsqu'on parle de flécher de l'épargne privée. Et sachez évidemment que ceux qui investissent ou les populations qui investissent le plus dans ce type de dispositif ne sont pas les plus fortunés. Ça, c'est grosso modo plutôt un sujet d'investissement de gens qui ont des taux marginaux autour de 30%. Hein. D'ailleurs, c'est le cas depuis une vingtaine d'années. Oui, donc on est sur des patrimoines qui sont des patrimoines pas gigantesques. Eh bien, ceux qui sont susceptibles en fait d'acheter, en fait, il faut faire à la simplicité. Donc certains nous diront, on n'a qu'à faire du prêt à taux zéro, puis une petite dose d'amortissement, et puis etc. Et au final, ça reviendra grosso modo au même. Mais non, parce que ça sera moins acheté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec un crédit d'impôt, alors évidemment, le danger, c'est que c'est tellement puissant que si vous avez un mauvais paramétrage du dispositif, et là, évidemment, on va toujours me dire, mais rappelez-vous, les Robiens de la colère, ces investissements en fait dans la banlieue de Montauban, ce type de dispositif en est la cause, et donc a amené en fait des problèmes rencontrés par les investisseurs. Oui, mais ça, c'est à une autre époque, et ça révèle quoi? Non, l'inefficacité de ce type de dispositif, mais plutôt la surefficacité de ce type de dispositif, donc l'importance de le paramétrer convenablement. On utilise ce type de dispositif parce que c'est surpuissant, mais uniquement dans des vraies zones tendues. Donc, ça veut dire que les critères de définition de ce qu'est une zone tendue, donc identifier les vraies zones dans lesquelles en fait on a un manque avéré de logement par rapport à la demande, et en réalité, c'est pas très compliqué aujourd'hui grâce aux données qu'on a à disposition de toute nature. Hein, on peut monter des algorithmes assez simples en fait pour le faire. Mais à partir de ce moment-là, là pour le coup, il n'y a strictement aucun risque. Et je dirais même plus qu'il n'y a vraiment aucun risque, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur une zone tendue, quand on fait de l'investissement, ce qu'il ne faut pas faire porter aux particuliers, c'est un risque de discontinuité de revenus. Discontinuité de revenus. En gros, un locataire qui ne paye pas. À partir du moment où vous fléchez cela dans une zone tendue, le risque de discontinuité de revenus est quasi nul.
parce que la demande est tellement forte par rapport au manque d'offres qu'en l'occurrence, il n'y a quasi aucun risque. Donc, vous comprenez le vrai, et ça c'est une vraie erreur d'analyse malheureusement, c'est que parfois on peut avoir des modèles qui marchent très bien, mais qui sont mal paramétrés. Surtout, ne cassez pas le modèle. Simplement reparamétrez-le convenablement au regard des besoins des sociétés. Et vous verrez, et ça je l'ai dit déjà depuis 1 an ou 1 an et demi, je l'ai dit au pouvoir public, vous verrez, quelque part en 2025, alors si vous avez un petit peu le souci de l'intérêt général et de la réponse à ce besoin en première nécessité de fournir des logements là où on en a besoin, eh bien on recréera un dispositif fiscal qui portera un autre nom, bien évidemment, d'un autre politique, mais qui correspondra grosso modo à la même idée, à savoir qu'on ne peut pas se passer du fléchage d'épargne privée pour répondre à ce besoin, parce que par construction, l'attractivité naturelle de ce type de bien n'est pas suffisante pour qu'on flèche, en tout cas pour que ça pousse suffisamment d'épargne à s'investir dans ces dimensions-là. Dans cette dimension-là, écoutez, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de remplacement de Pinel de prévu, donc on va bien voir comment ça évolue. Je vous remercie, Pierre, pour votre analyse, votre œil, votre contribution sur cette crise du logement qui secoue la France actuellement. On va passer aux droits de douane, les droits de douane américains. Alors, je vous remercie également beaucoup parce que, vu l'imprévisibilité de Donald Trump sur ce sujet-là, c'est très difficile d'avoir un avis le plus arrêté possible. Toujours est-il qu'on va essayer d'en avoir un, nous, quand même, notamment sous le prisme de l'Europe. L'Europe qui décide de répondre au protectionnisme américain et chinois par une salve de mesures de subventions. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Alors, suffisant. Compliqué à dire. Déjà, ce qu'il faut retenir, parce que ça a été un sujet de débat avec un certain nombre de mes confrères. Déjà, impact des droits de douane. Parce que le plus important, c'est presque pas finalement la problématique des débouchés, c'est la problématique de l'inflation que ça pourrait générer. Vous savez, en fait, le débat fondamental que Donald Trump a ouvert, c'est qu'avec ces droits de douane, vu que j'augmente mes droits de douane, je renchéris les prix des biens qui sont théoriquement achetés, qui vont souffrir de ces droits de douane-là, et naturellement, je fais ressurgir une inflation qu'on peut considérer aujourd'hui comme derrière nous plutôt que devant nous, au regard en tout cas des facteurs qu'il avait fait en fait s'envoler au cours des 3 dernières années. Sur ce point-là, et c'est peut-être le plus important, nous, notre point de vue, il est très clair, c'est qu'en fait, ça embarque très très peu de risques inflationnistes. Pourquoi? Parce que déjà, les États-Unis sont tellement puissantes au niveau mondial, aujourd'hui n'ont même plus la pudeur finalement de ne pas faire état de leur hégémonie au niveau mondial. Puissance économique, de très loin en fait la première au niveau mondial, puissance financière, on ne va pas débattre, vous en parlez suffisamment sur finalement la surpuissance des capitalisations boursières américaines dans l'ensemble des indices mondiaux, surpuissance monétaire, ceux qui pensaient que le dollar était fini, en fait en sont pour leur argent, c'est peut-être là le plus important, c'est qu'en fait Donald Trump, il fait monter le dollar puisqu'il le fait baisser, et vous verrez pourquoi en fait ça a un impact fort sur notre compréhension et notre anticipation sur la notion des droits de douane. Puissance militaire, ça compte lorsqu'on est dans un monde tendu et qu'on maintenant en fait la nouvelle mode c'est instaurer des rapports de force qui sont des vrais rapports de force, pas que économiques, pas que financiers, mais aussi physiques. Et quand vous dépensez 950 milliards de dollars en dépenses militaires annuelles et savoir 45% du budget mondial, vous comprenez. Et d'ailleurs, il suffit d'aller aux États-Unis pour le comprendre que le rapport de force n'est pas tout à fait le même, qu'on soit européen ou américain. En tout cas, les chances de l'emporter sont pas tout à fait les mêmes. Donc tout ça fait que aujourd'hui, ça pousse en fait à avoir un dollar qui aura tendance à s'apprécier avec le temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute tentative de Donald Trump d'augmenter les droits de douane pour résorber son déficit commercial sera voué à l'échec, tout simplement, parce que vous savez, quand votre taux de change, le dollar monte de 10%, vous pouvez augmenter vos droits de douane de 10%. Eh bien, en fait, la réalité, c'est que l'attractivité de votre zone des biens qui seront produits chez vous sera en réalité plus faible que par le passé. Tout simplement parce que quand votre monnaie monte de 10%, votre pouvoir d'acheter ce qui est produit ailleurs augmente de 10%, donc vous pouvez augmenter les droits de douane, ça ne change rien, et le pouvoir d'acheter des biens qui sont produits aux États-Unis par le reste du monde, lui, est altéré de 10%. Donc en réalité, sans maîtrise des taux de change, aujourd'hui, il n'y arrivera pas, en tout cas pas dans les dispositions actuelles. Grosso modo, là, on est dans une course qui ne devrait pas arriver, ou arriver à son terme, ça aura des impacts en fait qu'on pourra peut-être, sur lesquels on pourra revenir dans le futur. Mais là, oui, je vous coupe, je suis désolé parce que c'est passionnant ce que vous dites. Ça veut dire que c'est pour cette raison en fait qu'il y a différents niveaux de droits de douane en fonction des zones économiques qui ciblent. Hier, il parlait des secteurs d'activité, 25% annoncé mardi dernier sur l'automobile et la parapharmacie. Hier, il disait potentiellement la Chine 10%. Ça veut dire qu'il est en train déjà de modéliser à la fois l'impact de la hausse du dollar et finalement de l'intégrer, de l'implémenter dans ce que devront payer finalement les ménages américains s'ils les mettent exactement en place, corrélé à l'évolution du dollar.
Il y a les deux éléments. Il y a un élément déjà politique, à savoir qu'en fait, il instaure des droits de douane aussi à travers la typologie du rapport de force qu'il veut quand même implémenter politiquement vis-à-vis d'autres zones. Donc, il y a quand même une dimension politique et ensuite une dimension économique. Il est clair qu'avec l'appréciation du dollar associée à ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, concrètement, en gros, il est quand même entouré. Donc, les experts comprendront assez vite que cette tentative, parce que c'est une promesse finalement qu'il a fait aux Américains, cette tentative de résorption des déficits commerciaux, en tout cas, vous aurez beaucoup de mal de la résoudre à travers ce type de mesures. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Alors, le risque principal, c'est que ça, on l'a déjà vécu. Dans les années 80, les États-Unis étaient très déficitaires au niveau commercial. À l'époque, les exportateurs principaux s'appelaient le Japon d'un côté, l'Allemagne de l'autre. Donc, les États-Unis ont tout fait pour essayer de le résorber par des voies naturelles. Ils n'ont pas réussi et ça a amené en fait aux accords du Plaza en 1996, puis aux accords du Louvre en 85 et puis les accords du Louvre de Paris donc en 1987, où là, pour le coup, les Américains ont compris que la seule manière de résorber ce type de déficit commercial, c'était jouer sur les taux de change, parce que l'appréciation du dollar associée au début des années 80 avait rendu caduque toute tentative de mesure de résorption de ces déficits-là. Et pour le coup, ils ont tordu le bras des banques centrales à l'époque japonaises et allemandes et ils sont intervenus sur le marché des changes pour faire baisser le dollar. Et tenez-vous bien, en 5 ans, le dollar à cette époque-là a baissé de 50%. C'est illusoire et ce ne pas comprendre les fondamentaux économiques d'imaginer qu'on puisse résorber des déficits commerciaux quand sa monnaie monte. C'est impossible. Oui, complètement, parce que là, 25%, il faudrait que le dollar s'apprécie de 25%, c'est pas le cas, ça va pas être le cas, a priori, dans les 4 années qui arrivent. Non, mais attention, attention, le 25%, c'est 25% sur toute votre économie. Or, les importations américaines, ça ne représente pas 100%. Attention, le volume d'importation aux États-Unis, ça représente, savez-vous combien ? 18% du PIB. Chez nous, c'est 28 à 30. C'est 30 plutôt d'ailleurs. En Allemagne, c'est 40. C'est-à-dire qu'attention, quand vous instaurez des droits de douane sur des biens qui sont importés, la proportion et l'importance finalement des biens importés, certes, ça crée du déficit commercial, mais qui au final, en fait, n'est pas très élevé. C'est autour de 3 points de PIB. C'est énorme en volume, parce que c'est une grosse économie, 30 000 milliards de richesses créées, c'est pas 3 000. Donc vous comprenez que c'est impressionnant. Mais la réalité, c'est qu'en termes de proportion, c'est pas tout à fait la même chose. Donc faut pas. Donc quand son taux de change augmente de 25%, c'est pour toute votre économie, sans distinction aucune. Alors quand ou de 10%, c'est pour toute son économie. Ce qui fait qu'en fait, les effets de bord, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que l'attractivité globale de votre économie est d'autant plus, sa compétitivité à l'export est d'autant plus altérée que ces taux de charge augmentent. Et donc les droits de douane sur 25%, c'est une toute petite partie en fait de l'économie américaine. Et donc il ne faut pas les comparer, c'est pas un pour un. Vous comprenez ? Je comprends bien. Donc en fait, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Pendant longtemps, on comprenait que ces droits de douane imposés par Donald Trump étaient finalement néfastes, négatifs pour l'économie américaine, que les ménages américains allaient en pâtir. En fait, en réalité, il sait très bien ce qu'il fait. Non, effectivement. Enfin, en tout cas, selon nous, il n'y a pas de risque inflationniste. Je ne sais pas si je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas s'il sait très bien ce qu'il fait, mais en tout cas, la conséquence associée à sa posture au niveau international amène, et la valeur d'une monnaie, c'est toujours finalement l'expression même de sa puissance vis-à-vis des autres. C'est une puissance relative, fait que ça compense. Et ça rend caduque. Attention, ça va poser des soucis. Mais ce que j'ai évoqué sur les taux de change, ça finira par provoquer des soucis, probablement des impacts assez forts sur ce qu'il faudra acheter à l'avenir en termes d'actifs, parce que jusqu'à maintenant, on vous dit la plupart du temps, en gros, il faut acheter du dollar. Vous achetez ce que vous voulez, mais achetez du dollar. Achetez des obligations américaines, achetez des actions américaines, mais peu importe, dans ces circonstances-là, grosso modo, achetez du dollar. Le jour où le gouvernement américain constatera que ces tentatives de rééquilibrage des échanges commerciaux au niveau mondial ne fonctionnent pas à travers en fait les outils qu'ils essayent d'implémenter, là en l'occurrence, on se rapprochera du moment où les taux de change deviendront le sujet central. Et là, en l'occurrence, vous avez compris, je vous l'ai dit, donc une baisse du dollar par rapport au yen entre 85 et 90-50%. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas avoir de dollar. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est plutôt une perspective dans 1 ou 2 ans, quand on aura fait le constat, ou les États-Unis auront fait le constat des difficultés qu'ils ont concrètement à rééquilibrer les échanges commerciaux au niveau international. Et juste un petit point, parce que c'était votre question initiale. J'ai très bien illustré le fait que finalement, quand vous interrogez quelqu'un, en gros, il n'est pas là pour répondre à vos questions, mais il est là pour dire ce qu'il a à dire, puisque j'ai toujours pas répondu à votre question initiale de la subvention, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire, juste pour vous dire que pour le coup, c'est plutôt raisonnable de la part des Européens d'utiliser les subventions plutôt que des droits de douane, entre guillemets, réciproques, parce que ça voudrait dire qu'on rentrerait dans une course à l'échalote. Et vous savez, quand on fait la guerre, il faut avoir un espoir de la gagner. Or, sur la question des droits de douane, aujourd'hui, et au niveau de la puissance économique des deux zones, nous sommes aujourd'hui en position bien de plus de faiblesse que de force vis-à-vis des États-Unis. Et donc, il n'aurait pas fallu rentrer finalement dans une séquence où chacun d'entre nous bombe le torse, parce que les deux puissances aujourd'hui ne sont pas
sur un pied d'égalité. Donc la question de la subvention, c'est une manière de se débattre et d'essayer en fait de trouver des solutions. Et ce qui est plutôt sage, plutôt que rentrer à une forme de course aux droits de douane. Et ceux qui en pâtiraient le plus, ça serait évidemment les Européens. Je rappelle que l'Europe est une vraie puissance exportatrice au niveau mondial, comme la Chine l'est. Les États-Unis ne le sont pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre économie est plus sensible à la demande externe, à la demande interne des autres, que les Américains, pour qui les exportations pèsent à peine 12 points de PIB. Donc tout le monde s'en fout, en fait. C'est une économie qui est quasi autonome en termes économiques. Vous voyez, donc là aussi, il y a une asymétrie de risque qui fait qu'il ne faut pas rentrer dans cette bataille-là. Et si jamais les règles du jeu changent en termes commerciaux, si les droits de douane sont pérennes, mais il faut s'y ajuster et s'y adapter, plutôt qu'essayer en fait de mener une guerre qu'il est quasi certain qu'on perdrait. Donc si je comprends bien, en fait, en réalité, il faut renforcer la coopération européenne, le marché commun européen et travailler notre marché commun européen. La vraie consommation est là, finalement. Alors, c'est vrai partout. Et l'Europe est une puissance qui a beaucoup fantasmé finalement ce qu'elle pouvait en fait aller chercher ailleurs, sans se concentrer aussi sur ce qu'elle pouvait elle développer comme propre richesse. Alors ça, c'est un sujet qu'il nous faudrait plus de temps en fait pour pouvoir le développer, mais il n'y a aucune zone économique qui peut vivre en fait uniquement sur le dos des autres. Donc le vrai enjeu, c'est en fait optimiser ce qu'on appelle le taux de croissance potentiel, qui n'est pas en fait une fonction des autres, mais une fonction de vous-même en tant que population. Donc comment j'optimise le besoin, comment je réponds aux besoins, aux désirs des populations, et comment je travaille la question de la solvabilité, parce que dans l'économie, c'est quoi? C'est en fait le business, c'est quoi? Un chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est un désir ou un besoin solvable. On a commencé par cela avec l'illustration de l'immobilier, et donc là aussi, on a des éléments, on peut jouer sur la question de la solvabilité en fait du désir et du besoin. Ça, c'est pas un sujet externe qui dépend en fait de Donald Trump et de ses décisions en termes d'échange commercial. Ça nous appartient en tant que politique publique. Et donc, on devrait probablement beaucoup plus y travailler. Imaginez qu'on puisse s'en sortir à travers en fait à travers les autres, ça paraît en fait, surtout en ce moment, un calcul assez risqué. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup pour toutes vos explications. On comprend bien où nous en sommes actuellement, et je vous remercie beaucoup de nous éclairer sur ces sujets qui sont pas forcément évidents. Et donc, merci du fond du cœur, Pierre Sabatier. Vous êtes économiste et prospectiviste, président fondateur du cabinet PrimeView, et avec nous sur TV Finance pour commenter les grands sujets qui font l'actualité économique, sociale et financière actuelle. Merci beaucoup. On marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.